Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler du HCSF, des nouvelles règles et de ce qui va se passer pour les crédits en 2022. Je voulais faire une vidéo assez courte, mais ce sera pas possible parce que j'ai un problème. J'aime bien faire de la qualité et être clair, et ça demande forcément du temps. Donc, le HCSF a établi des recommandations qui vont devenir juridiquement contraignantes dès le 1er janvier 2022. C'est-à-dire que les banques seront dans l'obligation de les suivre sous peine de lourdes sanctions, notamment financières. Donc dans cette vidéo, en premier, on va voir qu'est-ce que le HCSF, qui le dirige et quel est son rôle. En seconde partie, on verra quelles sont les règles applicables en 2022. On verra aussi rapidement l'historique qui a amené le HCSF à établir ces règles et en quoi est-ce que ça change quelque chose pour vous. Et en 3, on se demandera si à chaque problème, sa solution. Donc vous l'aurez compris, ici je me contente pas de faire une liste des éléments qui vont devenir contraignants en 2022. Voilà, ce ne sera pas juste une liste, ce sera une analyse. Et on va essayer de comprendre le contexte, on va essayer de comprendre pourquoi et comment ça se passe, et pourquoi on en arrive là, aujourd'hui. Donc qu'est-ce qui s'est passé avant, qu'est-ce qui va se passer après. Bien sûr, aucune boule de cristal ici, mais des analyses et un esprit critique. C'est ce que je vous propose principalement ici. Donc, en premier lieu, qui est le HCSF? Donc, HCSF, ça veut dire Haut Conseil de stabilité financière. C'est un organisme français chargé d'exercer la surveillance du système financier dans son ensemble, dans le but d'en préserver la stabilité et la capacité à assurer une contribution soutenable à la croissance économique. Voilà, donc ça c'est la définition du HCSF sur leur site, que je vous mettrai en barre d'infos. Donc en fait, comme la BCE, donc la Banque Centrale Économique, comme la BCE est chargée d'assurer et de maintenir la stabilité économique des pays de l'UE, tout en veillant à ce qu'elle soit soutenable. Donc ça, c'est un exemple que je vous donne. Donc par exemple, une situation insoutenable, c'est la Grèce en 2012, d'où l'intervention de la BCE. Dans le même genre, on a le FMI, donc le Fonds monétaire international, qui lui a un rôle à l'échelle planétaire. En fait, il faut comprendre globalement que garantir la stabilité économique, ça veut dire garantir la paix. Voilà. Également, et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'est en aucun cas souhaitable qu'un pays développé, dans une économie qui est globalisée, soit dans une situation telle qu'il se retrouve en instabilité. Une crise économique entraîne systématiquement derrière elle une crise sociale, ce qui amène inexorablement à des catastrophes humaines, à des catastrophes sanitaires, à des conflits armés. Voilà. Ici, l'exemple le plus actuel que j'ai en tête, c'est le Liban et un peu avant lui le Venezuela. Le Venezuela qui est depuis longtemps dans une situation déplorable et qui mettra des décennies à s'en remettre, si il s'en remet un jour, parce que pour le Liban, on peut vraiment se poser la question. Un pays qui vacille, en fait, peut en entraîner d'autres dans sa chute. Nous sommes tous en interdépendance, et ça, c'est quelque chose qui se vérifie, notamment particulièrement en Europe. Cette vidéo n'a pas vocation à basculer dans un sujet politique, mais il faut comprendre les enjeux globaux qui se jouent et qui influencent sur ce qui se passe en France. Votre rôle, mon rôle, et vous, en tant que citoyen, en tant qu'acteur économique, en tant qu'agent économique, c'est de toujours rester en alerte sur les événements, d'y voir clair et d'y apposer un regard critique, de manière à pouvoir les anticiper et, in fine, à vous adapter pour subir le moins de conséquences possible. Voilà, donc ça c'est la fin de la parenthèse. Donc le HCSF se réunit une fois par trimestre et il publie chaque année un rapport qui est disponible sur leur site. Donc pareil, je vous le mets en bas. Il compte 8 membres, dont la plupart font partie d'organismes ou d'institutions qui collaborent étroitement avec le HCSF et qui contribuent tous à la bonne tenue de l'économie. On compte notamment parmi ses membres le ministre de l'économie, donc actuellement c'est Bruno Le Maire. Il y a le gouverneur de la Banque de France, le président de l'AMF,
donc l'AMF c'est l'autorité des marchés financiers, donc tout ce qui est CAC 40, ainsi que 3 personnes élues pour leur qualité et pour leur expertise en matière économique. Dernière chose, l'Union européenne autorise le HCSF au niveau national à imposer des mesures plus strictes que ce qui est exigé au niveau européen. Et tout ça pour limiter les risques systémiques et faire face au surendettement et au risque de bulles, donc de bulles immobilières ou de bulles boursières. Et tout ça, en fait, c'est bien sûr dans le contexte de 2008 par rapport à tout ce qui s'est passé. Maintenant, on va voir donc le deuxième point, quelles sont les nouvelles règles applicables à partir de 2022. Donc avant ça, je vais faire un petit rappel contextuel. Faut savoir qu'au début de l'année 2021, donc après presque un an de crise sanitaire, le Haut Conseil publie une recommandation concernant l'octroi des crédits immobiliers en France. Cette recommandation, elle définit un certain nombre de critères qui vont devenir, à compter de 2022, de véritables règles de bonne conduite à suivre pour les banques. Cela s'inscrit dans un contexte où, en 2019 déjà, le HCSF avait mis en garde les banques et leur avait demandé de restreindre et de contrôler davantage l'accès au crédit. D'accord ? Donc je cite ici la notice du HCSF qui date de janvier 2021. Vu la recommandation du Comité européen du risque sur les vulnérabilités à moyen terme dans le secteur de l'immobilier en France, vu la recommandation relative aux évolutions du marché immobilier en France, considérant que la robustesse du modèle de financement du logement prévalant en France s'appuie sur des bonnes pratiques que constituent en particulier la maîtrise du taux d'effort des emprunteurs et le caractère raisonnable de la maturité, considérant que la dégradation tendancielle des conditions d'octroi observées depuis 2015, donc là ils disent que ça fait déjà 5 ans qu'ils observent une dégradation des conditions d'octroi, est de nature à fragiliser ce modèle de financement et à contribuer à une dynamique excessive de l'endettement des ménages. Voilà. Sachant que avec la crise sanitaire, etc., la France elle-même, l'État est déjà en surendettement depuis très longtemps. On a dépassé les 100% d'endettement du PIB depuis longtemps, et là ça concerne les ménages. Considérant les évolutions récentes du marché immobilier et de la production de crédit immobilier intervenue depuis sa recommandation en 2019, donc en fait en 2019, le HCSF avait déjà fait des recommandations mais qui n'étaient pas juridiquement contraignantes. Le HCSF recommande aux établissements de crédit de faire preuve de prudence. Voilà, donc ça c'est ce qu'on peut lire dans la note de janvier 2021. Traduction de ce qu'ils disent. En gros, ça veut dire quoi ? On s'endette de plus en plus, donc depuis 2015, à des taux de plus en plus bas. On s'endette longtemps, on s'endette très longtemps. Donc je crois qu'en 2021, on a atteint une moyenne sur les durées de crédit qui atteint quasiment 21 ans. On était à 19 ans il y a quelques années, quelque chose comme ça. La part des crédits de plus de 25 ans, qui pouvaient donc aller jusqu'à 30 ou 35 ans, était en augmentation à ce moment-là. Et les gens avaient tendance à mettre de moins en moins d'import. Donc ça, c'est le contexte. Donc clairement, c'est pas Jojo. Tout cela constitue évidemment pour le HCSF une dégradation déraisonnable des conditions de financement. Est-ce que c'est rendre service à un ménage que de lui prêter une somme d'argent conséquente alors que le contexte et que le prix de l'immobilier sont en très forte augmentation ? C'est ce genre de questions qui se posent. Au-delà des cas particuliers, le HCSF regarde la qualité de notre système et de nos critères de prêt à un niveau global. D'accord ? Il faut savoir que le système bancaire français a une particularité, c'est qu'on a une façon de faire qui rend très peu risqué le fait de s'endetter. On n'emprunte pas n'importe comment et on ne prête pas à n'importe qui. Le taux de défaut, c'est-à-dire le nombre de personnes qui n'arrivent plus à payer leur crédit, est très faible en France, de l'ordre qui est inférieur à 1%. D'accord ? Donc c'est un système sécurisé à la fois
pour l'emprunteur, donc pour vous, et à la fois pour le prêteur, donc pour la banque. Ça veut surtout dire que 99% des personnes remboursent leur crédit. C'est juste une écrasante majorité. Et ça, c'est un modèle de qualité, un modèle assez unique par rapport à ce qui se fait dans d'autres pays. Il faut savoir qu'en France, on emprunte à taux fixe. Il y a quelques années, on empruntait à un taux variable. Mais il faut savoir que dans en fait, la grande majorité des pays dans le monde, et notamment aux États-Unis, on emprunte à taux variable. Ça veut dire que par exemple, en 2008, ce qui s'est passé, les Islandais, vous pouvez vous renseigner, en Islande, il y a eu le taux des crédits qui était indexé sur je sais plus quoi. Et en gros, il y a des gens qui se sont retrouvés à payer, je sais pas, qui payaient 2 ou 3% de crédit et qui se sont retrouvés à des taux de 10 ou 20%. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre mensualité, elle est à 500 € et en fait, un an plus tard, vous vous retrouvez à payer 1 000 € par mois. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Moi, j'aime bien être concret dans mes vidéos, donc je donne des exemples qui sont concrets, qui sont vérifiés. Donc je descends un peu là parce que j'ai quand même quelques notes, parce que la vidéo, je préviens, enfin de toute façon, vous allez voir, mais je pense qu'elle va durer longtemps. J'ai essayé de faire court, mais à mon avis, ça va durer assez longtemps. En 2019, en fait, la HCSF venait juste d'édicter ses premières recommandations qui étaient jugées déjà à l'époque comme assez strictes, d'accord. Le HCSF a sorti donc une note en 2019 également, qui s'appelle Diagnostic des risques dans le secteur de l'immobilier résidentiel. C'est une note qui serait hyper intéressante à analyser dans une autre vidéo, parce qu'ici j'ai vraiment pas le temps. Je vous la mettrai aussi en barre d'infos. Globalement, cette note, elle dit quoi? Ça analyse les risques en fait, les risques liés à la stabilité financière, encore et toujours, les risques liés à l'immobilier, les risques sur la trajectoire que prennent les prix de l'immobilier, et enfin, les risques que tout cela fait peser sur les établissements de crédit. Petite parenthèse, si les prix de l'immobilier ne sont pas considérés comme disproportionnés par le HCSF dans cette note, parce que en fait, les prix de l'immobilier, ils peuvent s'expliquer par différents facteurs rationnels, mais globalement, ça marche comme ça, c'est que plus les taux de crédit sont hauts, plus les prix de l'immobilier sont ajustés à la baisse et inversement. Donc actuellement, on est dans une tendance où les crédits sont bas, mais les prix sont très hauts. Actuellement, en fait, on ne paie quasiment rien en intérêt, mais ça se rattrape sur le prix du bien que vous achetez. D'accord? Et donc, au final, que ce soit le taux d'intérêt ou le prix du bien, on paie toujours quelque chose. C'est ça qu'il faut comprendre. Les gens qui ont acheté il y a 20 ans, les gens qui ont acheté il y a 15 ans, bah, ils avaient des taux qui n'étaient pas à 1%, ils avaient des taux à 4 ou 5%, et en fait, ils payaient 2 fois leur crédit. Voilà, c'est ça qu'il faut se dire aussi. Euh, dans ce diagnostic des risques, ce qui inquiétait déjà le Haut Conseil, c'était un constat clair. Donc là, je cite rapidement. Les pratiques d'octroi s'assouplissent avec une augmentation des pratiques les plus risquées. Cela a des conséquences et pour les ménages et pour les banques. Donc les pratiques risquées, c'est ce que j'ai détaillé tout à l'heure. Donc concernant le HCSF et ce qui va se passer en 2022, quelles sont les nouvelles règles qui vont entrer en vigueur? Je vais essayer d'être synthétique car je ne souhaite pas vous livrer une vidéo qui soit indigeste. Donc le HCSF demande aux banques de 1. Limiter le taux d'endettement à 35%. Donc on n'est plus au fameux 33%, on monte à 35%, mais il y a une petite subtilité. Ici, c'est que l'assurance emprunteur est incluse. D'accord? Donc si tu es jeune, ça n'a quasiment aucune incidence pour toi. Par contre, les personnes à partir de 45 ans et plus, ça commence à se corser. Surtout que le taux d'usure, donc le taux maximal auquel les banques peuvent te prêter, ça c'est l'État qui l'a mis en place, c'est une mesure qui est censée protéger les ménages, d'accord. Le taux d'usure est anormalement bas. Par exemple, si ton taux de crédit plus ton taux d'assurance combiné dépasse ce fameux taux d'usure maximum, c'est impossible pour toi d'emprunter. La banque, elle va te dire non, monsieur, le taux d'usure, c'est à, je sais pas, 2,40. Actuellement, c'est un truc comme ça. Si on combine le taux de crédit et le taux d'assurance, votre taux là global, il est à 2,50. Donc pour nous, il est illégal de vous prêter un tel taux.
D'accord? Donc, en fait, depuis même quelques années, et encore plus en 2022, ça va bloquer énormément de personnes qui arrivent à la retraite et qui veulent, par exemple, s'offrir une maison secondaire. Ou qui veulent déménager parce qu'ils sont en maison, dans une maison qui a, je sais pas, 4 pièces, que eux, ils veulent aller en ville près d'un établissement hospitalier, près des services, dans un appartement qui soit beaucoup plus adapté avec un ascenseur et tout le confort, et ils pourront pas le faire. Donc ça va vraiment embêter beaucoup de personnes. Deuxième mesure, un crédit sur 25 ans maximum, avec un différé de remboursement qui va être de 2 ans maximum, dans le cas où le délai de jouissance, donc ça veut dire le moment où tu vas utiliser ton bien, va être décalé par rapport à la date où tu vas l'acheter. Alors deux choses ici, ce que je vois moi c'est que fini les crédits à 35 ans, même si ça représentait franchement des cas qui étaient isolés, et fini les différés sur 36 mois, ok. Donc en fait il y aura que deux cas où ta banque va pouvoir t'autoriser un différé, soit tu achètes dans le neuf et tu vas partir sur un différé générique qui va être de 2 ans, le temps de la construction, soit tu achètes dans l'ancien et tu vas avoir si tu as des travaux à faire, tu pourras avoir quelques mois de différé. J'y vois, moi, personnellement, deux risques. Déjà, pour les primo-accédants, que ça pouvait arranger d'emprunter sur 26 ou 27 ans, ce sera beaucoup plus compliqué. Parce qu'on va le voir après. C'est pas des règles qui sont forcément figées, mais il faut se dire qu'en fait, ça va concerner les 90% des gens, d'accord. Pour ceux qui achètent dans le neuf, là, je fais appel à l'actualité. Actuellement, et pour longtemps encore, il y a des pénuries de matériaux. Il y a des pénuries de plein de choses, mais notamment de matériaux. Donc des matériaux de base. Du bois, l'aluminium, du PVC, donc ça concerne tout. Ça concerne le béton, le pétrole, les fenêtres que tu mets, les tuiles que tu mets sur ta toiture, enfin tout quoi. Voilà, tout. Il y a des pénuries énormes. Et en fait, ça empêche tout simplement certains immeubles de se construire. Beaucoup de chantiers sont déjà, au moment où je vous parle, à l'arrêt. Donc, qui dit arrêt, dit retard de construction, ok. Donc, si tu as fait un crédit, que tu as 2 ans de différé, et que le promoteur, il t'appelle, il t'annonce finalement qu'en fait, il n'y a pas 2 ans de construction, mais qu'il y aura un retard de au moins 1 an, et qu'en fait, il y aura 3 ans de construction minimum, ça peut entraîner des problèmes, en fait. Parce que techniquement, il y a certaines banques qui ne pourront pas, ou ne voudront peut-être pas, augmenter ta durée de différé. Donc ça veut dire que soit tu es dans la capacité de rembourser ton loyer plus ton crédit en même temps, soit voilà, tu vois que ça peut poser des réels problèmes. Enfin, concernant les travaux dans l'ancien, à part avoir un bien qui soit complètement détruit et à la limite de l'insalubrité, les banques elles vont être de plus en plus réticentes à octroyer des différés de plus d'1 an. Ça, il faut bien le comprendre. Faudra avoir un motif valable et justifié. Ça veut dire des preuves, ça veut dire des photos, ça veut dire des devis d'artisans, etc., etc. Le HCSF rajoute encore une dernière condition par rapport à ces différés. La part des travaux devra représenter au moins 25%, donc un quart, du montant total de l'opération. Donc pareil, à mon habitude, je te donne un exemple. Si tu empruntes 130 000 euros, tout frais compris, le bien devra coûter environ 90 000 euros. Tu auras environ 10 000 euros de frais, donc là on arrive à 100 000 euros. Et à ça, tu pourras ajouter 30 000 euros de travaux. D'accord. Donc tu vois bien que là, 30 000 euros de travaux sur 130 000 euros, c'est une part conséquente, mais c'est une part qui est minimum. Hein. Là je parle, c'est un minimum. Hein. Donc ce sera impossible de demander 20 mois de différé si tu dois juste refaire la peinture et changer la douche et que tu en as pour 5 000 euros. Ok. Au maximum, la banque elle va te dire écoutez, si vous souhaitez emprunter, ce sera sans différé ou peut-être avec 3 semaines quoi. J'exagère peut-être un peu, mais ce sera un peu comme ça. Hein. Je pense. Pareil, j'ai pas de boule de cristal, mais de ce que j'ai vu, les banquiers, ça commence déjà à être comme ça. Et les banquiers anticipent, c'est-à-dire que même dès aujourd'hui, ils appliquent quasiment ce qui va se passer dans 2 mois, quoi. Troisième chose donc il faut savoir, une partie des crédits pourra déroger à ces limites. Donc là tu te dis une bouffée d'air, super. Ce sera une marge de flexibilité qui sera très restreinte, d'accord. Cette dernière devra répondre, là je cite le HCSF, à un strict souci de proportionnalité et devra pouvoir être justifiée dans le cadre d'une politique écrite. Ça ne rigole pas. C'est-à-dire que
non seulement la banque te demandera des justificatifs, d'accord? Pour des travaux, pour des différés, en gros, dès que tu sors des clous, tu devras justifier. Euh, non seulement ça, mais non seulement la banque elle-même devra rendre des comptes au HCSF ou à d'autres organismes. Cette marge pourra représenter jusqu'à 20% des crédits, mais il faut savoir que parmi ces 20%, 4 dossiers sur 5 devront porter sur l'acquisition d'une résidence principale. Et au moins un tiers sera réservé aux primo-accédants. Ok? En gros, la marge de flexibilité pour les investisseurs, en tout, ce sera 4%. Donc sur 100 dossiers, la banque, elle pourra déroger aux règles pour seulement 4 personnes si c'est un investissement locatif. Voilà, tu comprends un peu mieux pourquoi c'est un peu chaud, quoi. Le HCSF précise qu'il surveillera le profil du risque des prêts accordés dans le cadre de la marge, notamment au regard du taux d'endettement. Ne va pas t'imaginer, même si tu t'engouffres dans la brèche, qu'il te sera possible d'emprunter à n'importe quelle condition. Si ton banquier te dit d'accord, je vous fais une exception, je vous rentre dans ma marge, vous avez 37% d'endettement, le HCSF ou d'autres organismes vont venir contrôler ce qui s'est passé, dans quelles conditions la banque t'a prêté. Bon, 37%, ok. Ou alors tu gagnes 10 000 euros par mois. Bon, bah 37% si tu gagnes 10 000 euros par mois, c'est pas pareil que 37% de 1 000 euros. Ok. Et pareil, si tu as 50% d'endettement, en fait, tu pourras avoir un organisme qui pourra juste annuler ta demande. C'est, voilà, au-delà de la banque, quoi. Donc, cette marge est assez mince et il sera sans doute plus difficile d'y recourir en fin d'année. Il y aura donc des moments dans l'année qui seront peut-être plus propices que d'autres. C'était déjà le cas, c'est assez connu qu'en fin d'année, en fait, tu vois, la banque, ça reste un organisme commercial qui a des objectifs, qui doit faire une marge, etc., etc. C'est comme une entreprise, hein. Et en début d'année, forcément, il définit ses objectifs. Et en général, ça veut rien dire, mais en général, les banques sont plus enclines à avoir de la marge et à octroyer des facilités en début d'année qu'en fin d'année. C'est communément admis. Voilà. Et sans surprise, les marges dont je viens de te parler seront sûrement réservées à un nombre très restreint de clients qui seront triés sur le volet, avec des dossiers très solides. Donc j'entends par quoi par dossier solide, beaucoup de patrimoine ou des gros revenus. La qualité de ta relation avec ta banque sera primordiale. Voilà. Donc le mec qui s'amusait à changer 10 fois de banque, voilà. Je ne ferai aucun commentaire. De toute façon, en fait, c'est des règles de bon sens, hein, ce qu'on me dit. C'est les gens qui se sont amusés à pousser le bouchon un peu trop loin, à faire des différés sur tout leur crédit, qui n'ont même pas commencé à amortir leur crédit, qui n'ont pas d'apport, et qui n'ont même pas d'épargne de côté, qui ont investi avec 2 000 euros, ou qui sont SMIC. Il n'y a pas de magie. Voilà, je vais le répéter souvent, mais il n'y a pas de magie. En 2018, c'était peut-être possible, c'était même facile, mais en fait, dès que les conditions se durcissent, 90% de ces personnes-là ne pourront plus emprunter et seront bloquées. Une construction patrimoniale, ça se réfléchit sur le long terme. C'est pas seulement au moment avant, tu te prépares, c'est pas seulement au moment où tu as ton crédit, tu dis ok cool, t'as emprunté en 2018, t'as emprunté en 2019, mais rien ne dit que tu pourras emprunter en 2022, en 2023 dans les mêmes conditions. Il peut se passer plusieurs choses. Il peut se passer ça, il peut y avoir une crise sanitaire, il peut y avoir, parce que là on ne l'a pas encore eu, mais on peut avoir une crise économique qui va venir. Suivi de la crise économique, on peut imaginer une crise sociale. Enfin, il peut se passer beaucoup de choses. Voilà. Donc en fait, les gens qui sont prudents et qui investissent de manière intelligente, qui arrivent à rentrer dans les clous, ce sont eux les gagnants. Et ce sont eux qui pourront emprunter à long terme. Parce que le tout, c'est pas juste d'emprunter une fois ou deux, c'est quand même de pouvoir emprunter quand tu en as besoin, quand tu en as l'envie, quand tu as des projets, quoi. Donc, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que ça se complique. Il faudra donc vous préparer, il faudra anticiper les questions et les objections de ton banquier avec tous ces critères en tête.
bon, voilà, c'est ce que j'ai dit, il faudra faire en sorte de rentrer dans des cases. Euh, donc pour conclure, je reprendrai la conclusion du HCSF dans la notice de janvier 2021. Donc c'est un peu long, mais je trouve que c'est intéressant, donc je vais le citer. Le Haut Conseil continuera de s'appuyer sur l'ACPR, donc c'est un organisme de contrôle aussi des banques dont je parlais, pour suivre l'application de cette recommandation. Un reporting permettant ce suivi sera mis en œuvre très rapidement. Le Haut Conseil constate que, depuis l'adoption de la précédente recommandation, donc celle de 2019, et au-delà des développements liés à la crise sanitaire, la production de crédit immobilier s'est poursuivie à un rythme élevé sur des bases plus saines. La dérive, donc là il parle comme de dérive, hein, la dérive progressive des conditions d'octroi observées depuis quelques années semble s'être interrompue. Donc ils prennent toujours des guillemets, forcément. La part des crédits présentant des taux d'effort élevés, des maturités longues, donc c'est-à-dire des durées longues, ou des ratios prêt sur valeur du bien élevés, ayant commencé à se réduire. La nouvelle recommandation à l'été 2021, ayant un caractère juridiquement contraignant, permettra de pérenniser les évolutions déjà observées et de conforter dans la durée le modèle de financement du logement prévalant en France auquel le Haut Conseil réaffirme son attachement. C'est ce que vous avez dit. En fait, ils réfléchissent vraiment au niveau global et nous, on a un modèle en France qui est très... Et au-delà d'être sécuritaire, il est très sain. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Ce modèle repose sur des crédits à taux fixe, donc j'en parlais tout à l'heure, pour des durées raisonnables octroyées sur la base d'une analyse de la capacité de remboursement des ménages emprunteurs, permettant de protéger les ménages et de sécuriser l'accession à la propriété. En fait, voilà, leur but, c'est vraiment de protéger les gens. C'est d'éviter des cas de surendettement, d'éviter des misères sociales, d'éviter des situations qui sont vraiment souhaitables pour personne. Tout à l'heure, je parlais du Venezuela, mais c'est pareil pour une personne, hein. Je veux dire, se retrouver à la rue, être obligé de vendre tous ses biens, c'est pas génial. Même si je mettrai pas d'opinion personnelle là-dedans parce que je pense que c'est pas le bon moment, c'est pas la bonne vidéo, et puis il y a même c'est un peu, j'ai pas réfléchi vraiment sur le sujet, même si j'ai une opinion dessus. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est pas je garderai pour la conclusion. Je garderai pour la conclusion. Il y a beaucoup de gens qui. Enfin, j'insère ça ici. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est pas raisonnable, que c'est trop strict. Je vous disais déjà qu'en 2019, on pestait. En fait, c'est surtout les investisseurs, parce que globalement, si vous êtes primo-accédant, si vous achetez votre résidence principale, et si vous avez une situation qui est saine, et que vous êtes préparé, il n'y a, y a pas de raison que ça se passe mal, d'accord. Euh, mais c'est surtout pour les investisseurs. Sur YouTube, il y a énormément de gens qui pestent. Je comprends parce que c'est vrai que c'est contraignant, mais pareil, il faut resituer dans un contexte. C'est contraignant par rapport à quoi? C'est contraignant par rapport à ce qui se passait en 2017-2018. Mais on a bien vu pourquoi on en arrive là. On en arrive là notamment parce que le Conseil considère que ce qui s'est passé en 2017-2018, il y a eu des dérives. Donc en gros, il considère que c'est pas normal. En fait, les investisseurs, eux, il y en a beaucoup qui se sont appuyés ça et qui ont pris ces conditions-là pour des acquis. Mais je rappelle que c'était une situation exceptionnelle. D'accord. Tout comme les 30 Glorieuses était une situation exceptionnelle de croissance parce qu'il y a eu une guerre. Tout comme la croissance qu'on connaît actuellement est exceptionnelle parce qu'on n'a pas consommé pendant un an. Il faut remettre les choses dans leur contexte, il faut comprendre pourquoi il se passe ce qu'il se passe. Il faut savoir qu'il y a pas si longtemps que ça, donc avant 2008. En 2008, pareil, il y a eu des dérives. Enfin, je reviendrai pas parce que pareil, c'est un dossier que je ne maîtrise pas. Il faut savoir qu'en dans les années 90, dans les années 80, au début des années 2000, on empruntait à des taux, mais on empruntait sur 10 ans, 15 ans. C'était très rare d'aller jusqu'à 20 ans à l'époque déjà. Et on empruntait avec de l'apport. Il était hyper courant, vous demanderez à vos parents, vous demanderez à vos grands-parents, il était hyper courant de mettre 10, 15, 20% d'apport. Mais encore une fois, ça avait un sens. Ça avait un sens parce que les taux étaient extrêmement hauts. Aujourd'hui, ça a un sens de dire je mets le moins d'apport possible et j'allonge la durée parce que les taux sont très bas. Parce que le prix que coûte l'argent, parce que c'est ça, quand on emprunte de l'argent, le taux auquel on vous prête, c'est le prix que vous payez pour avoir de l'argent, d'accord.
Le prix de l'argent je vulgarise un peu ça pour que ce soit compréhensible, le prix de l'argent est très bas. Donc ça a un sens. Je dis pas que ça n'a pas de sens. Mais il faut, voilà, je remets les choses dans son contexte. Est-ce que emprunter sans apport sur 30 ans, avec un différé de 3 ans, c'est normal? Bah ça dépend. Ça dépend de votre situation. Voilà. Donc on va passer à la partie 3. Donc là c'est une question. Est-ce que à chaque problème, sa solution? Donc là, je fais faire un point rapide SCI, SCI et SCI. Donc Société civile immobilière. J'entends beaucoup d'investisseurs dire investissez en société. Oui et non. Il n'y a aucune formule miracle. Tout dépend de vos moyens, de votre situation et du projet. Si un projet est disproportionné par rapport à votre revenu ou votre patrimoine, croyez bien que ça va être compliqué. Je ne dis pas impossible, mais compliqué. Mais enfin, autant faire simple si on peut, non? Voilà. Investir en société, ça n'empêche en rien, mais en rien, la banque de regarder votre situation et votre endettement personnel. Euh, Demain, tu investis avec toi et, je sais pas, ta femme, ton mari, ta mère, ta soeur. La banque, elle va vous demander, elle va vérifier vos papiers en fait. Elle va vérifier vos comptes, elle va vérifier votre salaire, elle va vérifier vos prêts en cours. Elle va regarder votre situation. Parce que la SCI, ok, c'est une société, mais c'est juste un écran de fumée. C'est vous qui investissez à travers une SCI. C'est pas la SCI qui. C'est pas un nuage qui vole, quoi. C'est vous qui êtes propriétaire de la SCI. Et si vous, déjà, vous n'êtes pas solvable, vous n'êtes pas considéré comme solvable, croyez bien que la banque ne va pas vous autoriser à emprunter un SCI. Ça n'a aucun sens. Bien sûr, ça peut solutionner certains problèmes. C'est notamment, en fait, et pareil, ça dépend de la situation. Ça peut être cohérent pour une personne qui a déjà beaucoup emprunté, qui a un certain patrimoine et qui est bloqué avec le calcul actuel. Parce que la façon de calculer un endettement dépend de votre interlocuteur. Il y a plusieurs façons de calculer un endettement. La banque A peut vous dire que vous êtes à 30% d'endettement, la banque B peut vous dire que vous êtes à 37%, c'est mort. Actuellement, le HCSF, je crois que c'est pas contraignant parce que j'ai pas vu ça dans la notice, mais globalement, en fait, je crois que quasiment toutes les banques ont repris quasiment le même calcul. Et c'est un calcul je crois que c'est quasiment le calcul le plus défavorable quand on est déjà endetté. Quelqu'un qui a déjà emprunté, qui a déjà du patrimoine, à moins d'avoir un patrimoine qui a un très gros rendement, c'est compliqué. Voilà. Donc, une des solutions, ce sera surtout d'être en veille. En fait, c'est surtout de regarder comment ça va évoluer parce que ça n'a même pas encore commencé, d'accord? Là, j'essaie d'anticiper, de vous donner des éléments de réflexion, des points d'attention auxquels il faut faire attention. Mais il faudra regarder en 2022-2023 si la situation elle dure, quels effets ces recommandations ça va avoir sur l'octroi des crédits. Donc là, à l'heure d'aujourd'hui, fin 2021, on ne sait pas encore, même si on se doute. Et moi, je vous dis, anticipez et allez voir votre banquier. Je n'imagine pas faire un projet sans anticiper avant et aller voir son banquier avant de faire une offre. D'accord? Maintenant, il y a énormément d'agents immobiliers qui vont vous dire est-ce que vous avez un papier qui dit que votre banque, elle vous suit? Je ne sais plus exactement comment ça s'appelle. C'est un accord de principe, voilà. Il y a énormément d'agents qui vont dire moi, même si vous dites j'achète au prix, l'agence, elle va vérifier vos revenus. Elle pourra peut-être vous demander vos comptes, elle pourra peut-être vous demander votre contrat de travail. Ce ne serait pas n'importe qui pourra, ne serait-ce que faire une offre d'achat. Les agents immobiliers sont au courant. En tout cas, les bons agents immobiliers sont au courant de ça. Et ils vont vous dire, moi, il me faut un papier de votre banque comme quoi elle vous suit. Voilà. Donc, anticiper, c'est quoi? C'est adapter votre patrimoine à la situation. Donc moi, je vois plusieurs leviers possibles. Donc là, je vais vous donner des pistes. À vous de prendre... Moi, j'en vois quand même plusieurs, mais j'en vois pas non plus 10 000. Ça va être classique, hein, ce que je vous dis. Il n'y a pas de magie. Faut en profiter pour peut-être être en veille, peut-être retarder un peu vos projets, mais profitez-en pour vous désendetter. D'accord? Ça peut être aussi augmenter vos revenus. Donc soit votre patrimoine, ça veut dire soit optimiser vos loyers et faire en sorte d'avoir une meilleure rentabilité, ou soit augmenter vos revenus. Vos revenus, ça va passer par votre salaire. Ça va passer par avoir une augmentation, reprendre une formation, passer un cap supérieur, avoir des revenus complémentaires.
avoir une société, faire des heures sup. Voilà, je suis désolée, il n'y a pas de magie. Si vous avez déjà du patrimoine, ça peut être l'occasion de réaliser un arbitrage. Donc c'est-à-dire par exemple vendre un de vos biens sur lequel vous avez déjà amorti, sur lequel ou qui a pris beaucoup de valeur. Non seulement ça vous permettra de vous enlever un crédit, donc de vous désendetter, mais en plus ça vous permettrait de vous enrichir en récupérant un certain capital à un moment où ça peut être très utile. Ça peut être de trouver des opérations qui sont plus rentables ou, ce que je disais tout à l'heure, mettre systématiquement de l'apport. Aujourd'hui, il est convenu que les banques actuellement demandent non seulement entre 10 et 20% d'apport par rapport au total de l'opération, mais également de l'épargne résiduelle. Donc qu'est-ce que l'épargne résiduelle? C'est un certain montant qui doit vous rester sur vos comptes après opération. Donc par exemple, vous voulez emprunter 100 000 euros, la banque elle va vous dire bah non, on peut vous suivre, mais il faut au moins que vous mettiez 10 000 euros d'apport. Et une fois que vous aurez acheté, il faut que il vous reste au moins 5 000 euros sur les comptes, au cas où. Au cas où il y a des travaux, au cas où il y a de la vacance locative, au cas où il y a un nouveau confinement, je ne sais quoi, mais au cas où, il faut qu'il vous reste de l'apport. Voilà. N'allez pas vous mettre dans le rouge ou vous mettre. Euh, j'ai plus le mot, comment ça s'appelle? Preuve que moi, j'ai pas été beaucoup. Être à découvert, voilà, j'ai cherché le mot. N'allez pas vous mettre à découvert pour emprunter, quoi, ça n'a aucun sens. Et dernière solution, si vous êtes vraiment totalement coincé, bah, vous associer avec quelqu'un d'autre. Voilà, pareil, ça a du sens. Et comme disait un investisseur qui s'appelle Nicolas Popovic, à ce propos, du point de vue du banquier, deux pauvres ensemble, ça fait toujours plus qu'un pauvre tout seul. Voilà. Donc voilà pour cette vidéo, ce sera tout. Comme d'habitude, tous les liens de mes sources seront en description. J'aurai l'occasion de peut-être de faire d'autres analyses sur les rapports du HCSF ou d'autres organismes. Voilà. J'espère que ça vous aura intéressé et appris quelque chose. J'espère avoir été claire. Je sais que je suis peut-être un peu trop rentrée dans les détails. En fait, j'ai toujours l'impression de jamais rentrer trop dans les détails et de jamais trop expliquer. Ouais, des fois, j'ai l'impression d'être. Je sais pas si je suis claire, j'espère. N'hésitez pas à laisser une réaction et à me donner votre avis sur le sujet. Tchuss!